Voilà, merci beaucoup. On va prendre les premières questions avec Madame Christiane Ekambo. Merci, Excellence. Ma question s'adresse à Madame la ministre d'État, ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale. Madame, depuis le début de la guerre, il y a eu des déplacés. Et parmi ces déplacés, il y a eu aussi des enfants qui accompagnent les parents, qui doivent fuir et tout, qui se sont retrouvés à Goma. Mais au mois de janvier, comme Goma était envahi, disons qu'il y a beaucoup de gens et ces déplacés qui étaient déjà là, ils sont partis dans d'autres localités vers le nord, c'est-à-dire à Rutshuru, vers Masisi, Niragungu. Alors on évalue les affaires humanitaires des Nations Unies, évalue à peu près à 230 000 personnes qui se sont déplacées depuis le mois de janvier. Là, vous pourrez nous dire combien d'enfants vous estimez, on a estimé combien d'enfants se retrouvent déplacés et surtout, vous l'avez un peu effleuré, la première question, c'est de savoir quel est l'impact actuel de la guerre sur le système éducatif dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Et la deuxième question, tous ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui éparpillés en dehors de Goma, Bukavu, quelles sont les mesures que le ministère a prises pour assurer la continuité éducative de ces enfants déplacés qui se retrouvent dans d'autres provinces, donc qui ont quitté le Nord, le Goma et le Bukavu? Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, dans les plus de 1 million d'enfants que je dis qui sont impactés par la crise, sont compris les enfants qui sont déplacés. Vous l'avez si bien dit, en fait, on a bien vu qu'il y a certains, par exemple, sur l'île d'Idjui, où j'ai reçu le rapport récent, qu'on a par exemple des écoles qui sont envahies par les personnes qui sont déplacées et qui donc justement vont occuper nos écoles. Donc ce n'est pas strictement là où il y a les combats, mais aussi dans toutes les provinces, pour moi je dis les sous-divisions qui elles sont impactées. Et donc tous ces enfants en fait sont dans les 1,6 million qui sont affectés par la crise. Et donc c'est là l'une des difficultés que l'on a, c'est qu'on a que nos écoles servent justement d'abri pour ces personnes déplacées. Donc au-delà des écoles qui sont détruites par les combats, au-delà des écoles qui sont occupées par les groupes armés, on a ces écoles occupées par les populations qui sont déplacées. Et donc ça fait que non seulement on a les enfants ou les écoles où les combats se passent qui sont perturbés, mais les enfants, les écoles où les combats ne sont pas arrivés sont aussi perturbés de la venue des personnes déplacées. Et donc, on a un énorme impact au niveau de notre système éducatif. Je le rappelais au ministre Mouyaya, il faut savoir que chaque heure, chaque leçon qui n'est pas donnée à un enfant est une leçon perdue. Et qu'il est extrêmement difficile après de récupérer ce retard. Alors évidemment, ce n'est pas le même dans toutes les disciplines, il y a des disciplines où ça a d'autant plus d'impact. Et donc quand on empêche un enfant de suivre une éducation normale, on met à mal vraiment les connaissances, les compétences et les savoirs qu'il est en train d'apprendre. Alors justement, que fait le système éducatif pour pouvoir réagir à ça? On est en train de travailler avec notamment aussi les partenaires techniques et financiers et humanitaires. On va évidemment mettre en place l'enseignement à distance, parce que ici, maintenant, c'est comment définir l'essentiel et le voir dans le temps d'une année scolaire réduite, parce que c'est le cas. Pour eux, ils ont moins d'heures au total que les autres qui sont dans des situations, on va dire, normales. Donc on est en train de revoir comment est-ce qu'on va réadapter les programmes scolaires, se recentrer sur l'essentiel et permettre qu'il y ait cet apprentissage, soit dans des espaces d'apprentissage temporaires qui vont être mis en place, soit au niveau de l'enseignement à distance ou quand ils retournent dans leurs écoles. Et donc c'est un dispositif multimodal, c'est-à-dire qu'il va vraiment utiliser
utiliser toutes les solutions à notre disposition pour qu'on puisse faire acquérir ces compétences à ces enfants. D'ailleurs, les examens d'État vont justement être adaptés pour ces populations, vont justement être adaptés pour qu'ils puissent les passer, mais ce sera une session spéciale, contrairement au reste du territoire. Ce que l'on veut, c'est vraiment sauver l'éducation. Sauver l'éducation, c'est sauver l'apprentissage. Et donc, on met en place tout ce qu'il faut pour que l'apprentissage puisse aller se faire sur ce qui est des notions qui sont absolument essentielles, qui doivent être prises. Alors, il faut savoir que le gouvernement, le ministère, n'a pas attendu la crise maintenant pour prendre certaines mesures. Par exemple, nous sommes en train d'élaborer des nouvelles normes d'infrastructure qui sont grâce à des projets qui sont en cours dans notre système éducatif, parce qu'on sait que l'on a malheureusement cette expérience de guerre, on sait qu'on a l'expérience du changement climatique, et donc il faut que l'on ait des nouvelles infrastructures scolaires qui s'adaptent à cela. C'est-à-dire que si on a des populations déplacées qui vont dans les écoles, ça ne doit pas porter impact à la suite, aux populations qui sont allées scolariser. Donc il va y avoir des nouvelles normes d'infrastructure qui vont arriver, qui étaient déjà prévues et qui ici sont d'autant plus nécessaires vu la situation que l'on a, pour que l'on ait un nouveau type d'école qui puisse être mieux adapté dans des conditions de crise comme celle-ci. Donc nous apprenons de la crise et des crises et nous réadaptons. Je veux réaffirmer ici que les enfants qui sont impactés ici sont et restent nos enfants et que nous mettons en place toutes les mesures possibles en employant toutes les technologies à notre disposition pour assurer en tout cas une continuité d'éducation en allant vers l'essentiel parce qu'ils auront forcément moins de temps d'apprentissage que les autres enfants. Mais je vais quand même insister sur un aspect, il ne faut pas que l'on néglige l'aspect psychosocial. Au-delà des apprentissages techniques, des leçons et des disciplines, il y a tout un suivi que l'on doit faire avec ces enfants parce qu'ils ont été traumatisés, leurs parents, les enseignants. Et donc, il y a tout l'aspect psychosocial qui est aussi important, qui est aussi un dispositif que l'on met en place, que l'on prépare avec nos différents partenaires. En attendant de prendre la question de Madame Joséphine Maouete, vous avez beaucoup parlé, Madame Lamineta, d'éducation et d'apprentissage. Oui. Alors, c'est des notions qui sont liées. Quels sont les éléments des différences entre les deux? Éducation, apprentissage. Alors, ce que je veux, là où j'insiste, c'est que le but, c'est pas d'être à l'école. Okay? Je veux dire, parce que si on est à l'école et qu'on n'apprend rien, alors on peut très bien rester à la maison. Ce qui compte, c'est ce que l'on apprend. Et ce qui compte, c'est ce qu'on est capable, c'est ce que l'on a appris et comment on est capable de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et c'est là, nous, on insiste sur l'apprentissage, sur vraiment la maîtrise des connaissances, des compétences et des savoirs et leur application de la vie de tous les jours. Donc l'école est un lieu où l'on apprend, est un lieu d'apprentissage et c'est ce sur quoi nous voulons mettre l'accent ici. Surtout que là, on est dans le cas d'enfants qui n'ont justement pas l'occasion d'aller à l'école. Et ben, ce qui compte, c'est qu'on mette en place un dispositif pour que l'apprentissage puisse continuer. Mais encore une fois, on ne peut pas simplement se focaliser sur l'apprentissage. J'insiste vraiment sur l'aspect de l'impact psychique sur les enfants. Et donc ça aussi, ça doit être pris en compte parce que sinon, on n'aura pas réglé le problème. Donc ici, nous, on est en train de mettre en place un dispositif d'apprentissage tout en mettant en place un suivi psychosocial avec ces enfants. Madame la ministre d'État, on va prendre les 3 dernières questions en série. On va les noter, comme ça nous y répondrons en une vague pour terminer cet exercice de redevabilité. Allez-y, Monsieur John Kanyunyu. Merci, Monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour la parole. Et mes petites 2 questions s'adressent à Madame la ministre. Madame, vous avez parlé de l'enseignement en ligne. Déjà à Kinshasa, il s'est posé un problème d'accès à Internet au début. Ne pensez-vous pas que les élèves se trouvant dans des zones sous contrôle rebelle seront pénalisés? Et pourquoi ne pas laisser en place le système standard pour le bien-être de nos enfants, surtout que les enseignants dans ces zones-là sont pris en charge par le gouvernement? La dernière préoccupation majeure aussi, si par malheur, Madame la ministre, les examens d'État avaient lieu avant l'ouverture du couloir humanitaire pour acheminer les items dans des zones sous contrôle rebelle. Y aura-t-il un rattrapage pour les élèves finalistes du secondaire se trouvant dans des zones sous contrôle rebelle? Merci. Mais vous allez trop loin. C'est quand les épreuves des examens d'État? Non, les items.
comment ils seront acheminés. Les épreuves, c'est quand? Oh bon, je dis par malheur. J'étais clair, monsieur le ministre, par malheur. Il ne faut pas nous souhaiter ces malheurs. Par malheur. Madame Fallon, allez-y avec vos questions. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Ma question s'adresse à la ministre de l'EPST. Des écoles bombardées. EPST ou Éducation et Nouvelle Citoyenneté. Voilà, c'est ça. Des écoles bombardées, détruites, d'autres transformées en cimetières et en bases militaires. Plus loin encore, le M23 recrute les enseignants et les écoliers dans l'armée. Est-ce qu'on peut s'attendre à une année blanche à Goma et Bukavu? Et ma deuxième question, pourquoi les cours de civisme ne s'apprennent plus aux écoles? Merci de la parole. Au ministre de la Communication et Médias, nous avions noté que vous allez souvent à Genève pour le droit de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à aborder la question de l'éducation, parce que je note que c'est un droit inaliénable. Qu'est-ce que les autres disent par rapport à ce que les terroristes font chez nous, Nord Kivu, Sud Kivu, même ailleurs? Et à la ministre d'État, vous venez de dire qu'on peut apprendre le cosinus, les sinus et tout ça, l'asymptote et tout ça en langue locale, nos langues vernaculaires. Alors, je voudrais aller dans d'autres branches, pas seulement le mathématique. Alors, parlons par exemple de l'histoire. Je veux bien qu'on s'ouvre aux autres, que l'on apprenne l'histoire de la Révolution française 1789, etc. Mais que répondez-vous à ceux de Congolais qui pensent que notre histoire récente doit aussi être enseignée à nos enfants et à nos différentes langues locales? Vous y avez déjà pensé? Je voudrais avoir une idée. Mais avant que la Mineta ne réponde, j'ai quand même une question à vous poser. Vous avez parlé d'asymptote, de cosinus et limite d'asymptote et des cosinus. Asymptote, cosinus, c'est géométrie ou c'est mathématique? Mais c'est dans le rayon. C'est dans les rayons. C'est dans les rayons. C'est pas loin. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Alors, je n'ai pas parlé d'enseignement en ligne, j'ai parlé d'enseignement à distance. Et l'enseignement à distance tient justement compte de l'ensemble des dispositifs, c'est-à-dire l'envoi de cours par correspondance, c'est-à-dire on vous envoie, enfin correspondance c'est peut-être un grand terme, mais je veux dire on envoie les items avec les devoirs et les leçons aux enfants. Ça veut dire utilisation de la radio, ça veut dire utilisation de la télévision, ça veut dire enseignement en ligne quand c'est possible. Donc nous, quand on pense à l'enseignement à distance, c'est justement toute la panoplie de technologies et de moyens qui permettent de faire l'enseignement ailleurs qu'à l'école. J'ai d'ailleurs signé un arrêté sur l'enseignement à distance récemment. On est en train de travailler sur justement les mesures pratiques parce qu'au-delà de continuer à assurer l'enseignement, il y a aussi la partie d'évaluation. Quand on a suivi l'enseignement à distance, comment est-ce qu'on gère les évaluations qui permettent d'avoir la certification qu'il faut? Donc justement, les services sont en train de travailler sur ces aspects, sur les mesures pratiques qui doivent accompagner mon enseignement. Donc rassurez-vous, le but c'est justement de s'adapter à toutes les conditions en utilisant l'ensemble des moyens à notre disposition, comme aussi bien le fait d'envoyer des cahiers d'items pour que les enfants puissent continuer. Donc vraiment, mon objectif, l'objectif du ministère, tel que vraiment défini par le chef de l'État, c'est qu'on doit assurer une éducation, l'accès à une éducation de qualité. Et pour ça, on utilise tous les moyens et tous les dispositifs à notre disposition pour y arriver. Donc on ne veut surtout pas créer plus de discrimination ou de disparité entre nos enfants, mais on s'adapte aux conditions qu'ils ont. Pour ce qui est de l'examen d'État, il ne faut pas vous inquiéter. En fait, ce qu'on va faire, c'est une session spéciale. Donc, l'examen d'État va se produire normalement pour toutes les provinces ou pour lesquelles il n'y a pas de souci. Et puis, il y a une session spéciale qui va être faite pour les zones qui sont impactées. Alors, évidemment, comme vient si bien de le dire le ministre, le plus vite ça s'arrête, le mieux c'est. Et on est en train de travailler pour que ce soit le cas. Mais dans tous les cas, même en s'arrêtant maintenant, une session spéciale est nécessaire parce que de toute façon, ils n'ont pas suivi le même parcours que les autres provinces. Je rappelle que vraiment, ce sont nos élèves, ce sont nos enfants,
ce sont nos enseignants et nous les traitons et nous avons vraiment une conscience, c'est vrai ici, particulière avec eux parce qu'il y a une situation de guerre, mais nous tenons et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour qu'ils aient le moins d'impact possible de cette guerre injuste. Et ça, moi, j'y travaille et j'y travaillerai avec l'ensemble de mes équipes. Donc non, pas d'année blanche, puisque nous allons mettre en place l'ensemble de dispositifs possibles pour que les choses puissent continuer. Comme je disais, évidemment, ils n'ont pas été à l'école. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on retravaille sur les programmes pour se centrer sur les aspects essentiels du programme qui puissent les avoir et passer la certification. Nous n'allons pas sur l'année blanche parce que l'année blanche n'est pas du tout une option vu l'ensemble des options et des possibilités que nous avons. Donc nous allons continuer à travailler pour qu'il se passe une année... Évidemment, ce n'est pas une année normale, mais c'est une année qui va s'adapter. Alors, c'est ici aussi, pour moi, l'occasion de rappeler, j'en ai parlé encore au ministre Mouyaya, nous avons eu l'occasion de tester, lors d'un projet précédent, un tuteur virtuel qui emploie l'intelligence artificielle, ce qui me permet d'en parler ici, parce que lorsque nous avons utilisé ce tuteur, on a vu qu'en utilisant pendant 6 mois ce logiciel, les enfants pouvaient gagner 2 ans de retard d'apprentissage. Ça veut dire que nous vivons en fait dans la meilleure période de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons accès à des technologies qui ne nous limitent plus par rapport à ce que nous avions avant. Donc, dès on est en train de travailler sur ça, on le met en place et on va les utiliser. Et je vous assure que nos enfants vont récupérer les retards qu'ils ont. Et ce qui sera en termes d'apprentissage, j'ai envie de dire, c'est encore facile. Mon souci, véritablement, c'est plutôt l'impact psychosocial qu'il va y avoir sur ces enfants sur lesquels on doit travailler. Sur les apprentissages, ça, on a les technologies qu'il faut. Mais il faut travailler sur l'impact, parce qu'il faut savoir que les enfants de maintenant sont les adultes de demain. Et si maintenant, ce qu'on a, c'est perturber ces enfants, on aura des adultes perturbés et donc une société plus difficile. C'est vraiment l'aspect psychosocial sur lequel il nous faut absolument travailler avec tous les experts en cette matière, parce que pour ce qui est des apprentissages, ça, nous avons les technologies nécessaires pour pouvoir éviter ces périodes d'année blanche, meilleure période de l'année, de l'histoire de l'humanité. Pour le cours de civisme, justement, dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, on est en train de les mettre à jour. Ils existent, ils sont toujours là, mais on est en train, avec la direction qui est chargée, de mettre à jour le cours de civisme dans l'esprit de cette nouvelle citoyenneté. Donc, je puis vous assurer que nous sommes en train de travailler pour cela. Pour les cours d'histoire, aussi, on y travaille maintenant. En fait, ce travail avait déjà commencé. Il y avait déjà eu une évaluation des programmes d'histoire du primaire. On avait bien vu à quel point ils étaient plus adaptés à la réalité aujourd'hui. On a développé notamment avec les historiens de l'université de Kinshasa une plateforme Bokundoli sur justement l'apprentissage de l'histoire, c'est-à-dire de notre histoire, et raconter selon notre point de vue à nous. Et maintenant, en fait, on est en train j'ai mis en place, lancé les équipes pour que ce soit intégré dans le cours d'histoire officiel. Donc, on est sur cette lancée. On travaille avec l'enseignement supérieur universitaire, notamment les historiens de l'université de Kinshasa, notamment, que pour mettre à jour nos cours d'histoire, pour qu'ils soient plus adaptés à notre réalité, qui intègrent notre histoire récente. Mais comme je le disais aussi au ministre Mouyaya en préparation, il faut savoir qu'il y a toujours un temps entre le temps scientifique et le temps scolaire. On a besoin que les concepts de notre histoire, en fait, soient bien maîtrisés pour qu'ils puissent être traduits en des savoirs qui doivent aller au niveau de l'école. Donc, il y a toujours un décalage qui fait qu'on ne peut pas aller aussi vite que l'histoire est en train de se dérouler. Mais je puis vous rassurer que les cours d'histoire sont en cours de révision pour intégrer des aspects nouveaux comme le génocauste, comme la guerre que nous vivons ici depuis 30 ans. C'est important qu'on la comprenne, qu'on l'étudie, pour qu'elle ne se reproduise, quoi. Et ça, le cours d'histoire est important pour ça. Et encore tant mieux quand ce sera dans les langues nationales. Et donc, madame, en enseignant l'histoire, ça veut dire que nous préparons nos enfants à développer une attitude par rapport au comportement inutilement belliqueux du Rwanda. En tout cas, notre objectif, c'est d'en faire des citoyens meilleurs que ce que nous avons été
nous-mêmes. Et pour ça, il faut absolument connaître son histoire et ne pas retomber dans les pièges qui sont posés par les voisins, par le Rwanda. Il ne faut pas retomber dans les pièges de division, mais pour ça, il faut connaître son histoire. Pas de pièges de division, pas des pièges non plus, des discriminations, parce que c'est aussi l'intention du Rwanda de s'aimer un esprit de division dans les Congolais en stigmatisant de communautés, et nous sommes bien debout contre cela, et cela est bien enseigné à l'école. D'abord nos langues nationales, mais aussi la nécessité pour nous de nous tolérer dans ce que nous sommes. Madame la ministre d'État, nous arrivons au terme de cet exercice. Évidemment, sur votre secteur, il y a beaucoup à dire. Ce soir, on a voulu nous focaliser sur les conséquences de la guerre dans la partie Est, avec les récents événements de Goma et de Bukavu. Mais il y a évidemment une soif de vous entendre davantage sur ce que nous faisons par rapport à la gratuité, sur l'amélioration de la qualité et tous ces efforts qui sont mis en œuvre par les présidents de la République et la Première ministre sous votre coordination, en tout cas au niveau sectoriel. Quels peuvent être vos mots pour terminer ces briefings de ce soir? Alors, là où je voudrais vraiment, et là je m'adresse à l'ensemble de nos compatriotes, c'est vraiment l'importance de la confiance, d'abord dans le chef de l'État, le président de la République, la confiance dans le gouvernement qui est dirigé par la Première ministre. Nous sommes déterminés absolument d'abord à régler la guerre, mais pour ce qui est de mon secteur en particulier, à améliorer l'accès à une éducation de qualité. Nous y travaillons et nous faisons absolument aucune différence. Pour nous, nous traitons les provinces qui sont actuellement impactées avec énormément de sérieux, de préoccupation, et on veut s'assurer que nos élèves, nos enseignants soient d'ailleurs dans les meilleures conditions possibles, et on veut rétablir la situation rapidement et permettre que l'enseignement puisse continuer, on va dire, reprendre son cours normal, mais également sur l'ensemble du territoire de la RDC. Donc je voudrais réaffirmer notre engagement à assurer une éducation de qualité. C'est un travail de longue haleine, mais l'ensemble de mes services, toute l'administration est mobilisée à cela. On va la moderniser, on va travailler avec plus d'efficacité, on va travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour améliorer. Donc je réaffirme ici d'un côté notre solidarité, mais également notre engagement pour une éducation de qualité, parce que c'est l'éducation qui soutient le développement du pays, et notre but, c'est d'accélérer ce développement. Donc nous allons mettre les bouchées doubles dans le secteur de l'éducation nationale. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État. Il n'y a pas meilleure conclusion que celle de témoigner notre solidarité à nos populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, de l'Ituri aussi, mais c'est aussi de dire que les terroristes ne pourront jamais mettre à mal notre détermination à nous assurer que nos enfants continuent d'être formés, continuent l'apprentissage et continuent à se préparer pour l'avenir qui dépend de la qualité de l'éducation qu'on leur donne, et que autant nous sommes debout dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour la préservation de l'intégrité territoriale, autant nous le resterons debout pour la préservation de l'éducation et de l'apprentissage de nos enfants. C'est en cela que nous serons prêts pour l'avenir. Voilà, on termine cet exercice de redevabilité ici. On vous recommande, ceux qui nous suivent à la maison, mais aussi vous tous, professionnels de médias, de rester debout et mobilisés et surtout vigilants au regard de tous les poisons rwandais, donc tous ces mensonges et fake news qui sont constamment distillés sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez en être les antipoisons. Et pour ce qui nous concerne, nous reviendrons en temps voulu pour vous apporter les informations officielles. Merci et bonne soirée chez vous. Voilà, merci beaucoup Madame la ministre d'État. On va prendre les questions de Monsieur Amédée Morabou. Merci. Amédée Morabou pour le compte des finances et entreprises. J'ai deux questions pour Madame la ministre de l'Éducation nationale. La première question, Excellence, comment votre ministère collabore-t-il avec les partenaires humanitaires et les organisations internationales pour répondre aux besoins éducatifs urgents qui se posent dans les zones touchées par les conflits dans la partie Est? C'est la première question. La deuxième question, c'est, Excellence, finalement, quelle est la position de votre ministère par rapport à la situation de la paye des enseignants qui sont dans les zones touchées par les conflits? Déjà, on sait que, notamment à Goma, on parle de la pénurie des liquidités, et on sait aussi que les institutions financières sont fermées. Quelle est votre position par rapport à cette situation?
Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que dès le début de la crise, nous avons mis en place, excusez-moi de la tautologie, justement une cellule de crise. Donc, avec le cluster éducation, où vous avez des partenaires comme l'UNICEF, les Save the Children, donc tous ces partenaires humanitaires, avec le cabinet, le secrétariat général, l'inspecteur général. Donc, on est en train de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de ces partenaires humanitaires pour pouvoir monitorer la crise et préparer le plan de réponse. En sachant qu'on a un plan qui est à court terme, donc de 1 à 6 mois, et puis de 6 à 12 mois, etc. Donc, on est en train de prévoir les choses. La priorité pour nous, avec nos partenaires humanitaires, c'est d'abord assurer la sécurité. On veut avoir la sécurité dans les écoles pour être sûr que lorsque nos enfants et nos enseignants ils sont mis dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ce monitoring d'écoles qui sont détruites. On est en train de tout répertorier en collaboration avec eux pour pouvoir assurer une reprise, en tout cas, des conditions de sécurité les plus optimales. On est également en train de travailler sur un plan de réponse budgétisé pour voir qu'est-ce qui serait pris en charge par le gouvernement et ce qui serait pris en charge par nos partenaires humanitaires. Donc, dès le début, on a vraiment mis en place un comité de crise qui se réunit tous les jours, tous les 2 jours, en tout cas, très régulièrement. On maintient un énorme contact, on fait une communication alignée ensemble, et donc ce qui nous permet en fait de prévoir les actions, de préparer les actions qui vont être mises en place avec eux. Pour ce qui est de la situation de la paie des enseignants, il faut savoir, première chose, et j'insiste bien, pour le gouvernement, les enseignants sont les mêmes partout. On ne fait pas de distinction entre enseignants Nord et Sud Kivu et enseignants des autres provinces. Nous traitons avec le même sérieux, avec la même détermination, toute la situation. Et au jour d'aujourd'hui, la paie des enseignants est passée. Donc le gouvernement a fait son travail. On sait que les opérateurs de paie, les agents payeurs, ont reçu la paie des enseignants. La difficulté sort de mon champ d'action, c'est que justement, on sait que les banques sont toujours fermées, mais là, il y a un travail qui est fait au niveau de mes collègues ministères du budget et des finances pour trouver les meilleures solutions possibles et utiliser toutes les options à notre disposition. Donc, je peux vous confirmer que le gouvernement y travaille, mais pour ce qui est de la paie des enseignants, je confirme que ça a bien été libéré en ne faisant aucune distinction de discrimination. Ce sont nos enseignants partout. On le fait avec le même sérieux. Les agents payeurs les ont reçus. Maintenant, ça se passe au niveau des banques, de pouvoir attendre sur base des travaux qu'ils ont faits au niveau du gouvernement pour leur réouverture. Donc ici, je réaffirme encore notre profonde solidarité avec les enseignants et je veux qu'ils sachent qu'ils sont notre préoccupation majeure pour ce qui est de l'ensemble de nos services pour qu'ils puissent obtenir ce qui leur revient de droit. Merci. Il faut dire que sur ces sujets, évidemment que le gouvernement s'y penche. Nous avons tous vu la dernière semaine le ciblage de la succursale de la Banque centrale dans la ville de Goma avec cette volonté de dévaliser, de casser la banque parce que c'est une guerre de pillage et des vols. Et donc au niveau du ministère des Finances et du Budget, on analyse toutes les voies possibles pour s'assurer que les enseignants, comme les autres fonctionnaires, arrivent à percevoir ce qui leur est dû, mais en attendant justement de voir comment vont se terminer les négociations qui se font, notamment, il y a eu l'étape des chefs d'état-major général. On attend la réunion ministérielle qui devra entériner ce qui avait été dit par les chefs des armées pour être en mesure de voir comment desserrer les taux sur Goma, rouvrir l'aéroport, mais aussi rendre accessibles certains services. Donc il y a le temps que la diplomatie prend, mais au-delà de cet aspect, il y a des options qui sont étudiées au niveau du gouvernement pour nous assurer que nos fonctionnaires et les agents publics ne souffrent pas doublement, d'abord du fait de cette occupation barbare, mais aussi du fait qu'ils ne puissent pas être en mesure de recouvrer leurs droits du fait justement des agissements de ces barbares et de ces terroristes qui occupent nos villes. Allez-y pour vos questions, Monsieur Liévin. Madame la ministre, merci beaucoup parce que vous avez déjà répondu à ma première question qui est celle de mettre en place les espaces d'apprentissage. Alors la seconde question est celle de savoir, en termes des coûts, les gouvernements et ses partenaires, combien ces espaces pourront-ils coûter à la République? Mais aussi en termes de destruction par le rebelle des écoles, combien cela va coûter à la République? À Monsieur le ministre de la Communication, il y a quelques jours,
la Première ministre a lancé la campagne Congolais Télément. En termes de feedback sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ou encore, quelles sont les stratégies arrêtées pour faire approprier aux Congolais lambda cette campagne? Madame la ministre, allez-y pour les questions qui vous concernent. Alors, pour la question des coûts, on est encore en train d'y travailler. Nous sommes en train de travailler sur un plan de réponse global. Il faut savoir qu'il n'y aura pas seulement les espaces temporaires d'apprentissage, il y a également des kits scolaires qui doivent être distribués. On a la prise en charge, comme je dis, psychosociale, autant des enfants que des enseignants. Il y a évidemment la réhabilitation des infrastructures aussi. Donc les équipes sont encore en train de travailler sur cet aspect de coût et qui sera certainement partagé dans les prochains jours. Je ne peux pas vous le détailler maintenant parce que c'est encore un travail qui est en cours. Et on est en train de regarder les réponses autant court terme, qui sont par exemple les kits qui doivent arriver très très vite, les espaces d'apprentissage qui doivent être mis en place. Et puis évidemment, il y a l'aspect d'infrastructure, il y a la formation des enseignants, à l'accompagnement des enfants, l'aspect psychosocial. Donc c'est vraiment tout ça qui est en cours d'évaluation. Donc nous aurons l'occasion, lors d'un prochain communiqué avec la presse, de pouvoir donner des informations détaillées à ce niveau-là, quoi. Le travail est en cours. Oui, évidemment, on ne saura pas finir ce travail parce que nous ne savons pas encore comment ces terroristes vont continuer de se comporter. Donc nous avons, et comme la ministre l'a dit tout à l'heure, à la fois au niveau de l'éducation ou de la santé, un monitoring permanent de ce qui se passe sur place pour arriver à évaluer tous les dégâts et voir comment apporter des réponses. C'est pour ça que lorsque nous disons que cette guerre est une attaque à notre avenir, lorsque vous attaquez l'école, vous avez suivi, la ministre d'État disait, les problèmes, ce n'est pas simplement que l'enfant n'aille pas à l'école. Le problème, c'est l'apprentissage. Le problème, c'est aussi comment les enfants, psychologiquement, vivent dans ces conditions. Il n'y a presque pas de possibilité de rattrapage lorsque vous ratez des cours, tels qu'elle les disait. Et donc, si vous devez analyser toutes ces questions dans la globalité, en réalité, cette guerre vise à porter un coup dur. Alors que Madame la ministre d'État, c'est peut-être pas l'occasion, aurait pu nous dire ce que nous avons déjà pu obtenir en termes d'efforts. Aujourd'hui, on a 30 millions d'enfants en âge de scolarité qui vont à l'école. C'est des chiffres qui augmentent chaque année. Elle aurait pu parler de la qualité qu'on améliore, des écoles qu'on doit construire, mais tous ces efforts, maintenant, on doit essayer de regarder comment on répond à cette situation d'urgence. Et donc, c'est pour faire le pont à votre dernière question. Lorsque nous, on parle de la nécessité pour le Congolais de s'élever, de se mobiliser pour soutenir le président de la République et les forces armées dans le cadre de cette guerre d'agression, c'est y compris pour sauver l'avenir de nos enfants. Parce que plus ces terroristes vont perdurer sur notre territoire, plus les conditions d'apprentissage de nos enfants seront perturbées parce que psychologiquement, ils ne se sentiront pas en sécurité parce que les enfants sont ciblés pour être amenés dans des camps des déplacés. Donc, pour nous, nous avions déjà commencé à parler aux Congolais pour que les Congolais puissent être sensibles justement et pour qu'ils puissent jouer leur part. La campagne a été lancée pour entretenir justement ce qui était déjà dans l'opinion. Maintenant, il appartient à vous, professionnels de médias, de par votre capacité à relayer ce qui est dit dans les cadres de cette campagne, de s'assurer que chacun, y compris vous-même, dans votre rôle de citoyen, que vous faites votre part, mais que les autres font la leur. Parce qu'il est important de comprendre les véritables motivations de cette guerre qui vise à plomber tous les efforts que nous avons entrepris, que ce soit dans le cadre de la montée en puissance de nos forces armées, que ce soit dans le cadre des programmes de gratuité de l'enseignement d'éducation, que ce soit dans le cadre du programme PDL 145 territoires. Donc, il est urgent que pour nous, Congolais, nous puissions nous mobiliser pour sauver à la fois l'avenir de nos enfants, mais aussi l'avenir de notre pays. On va prendre les questions de M. Benoît Niemba. Merci, Excellence. Deux petites questions. Comment réagit le gouvernement sur les sanctions canadiennes et américaines sur le gouvernement rwandais? Et puis, Excellence, ça s'est dit déjà qu'il y a un lobbying qui s'est fait au niveau du Sénat américain sur un partenariat minéré contre la sécurité. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails ou est-ce que ce lobbying est au niveau du gouvernement ou on est à quel niveau? Une question pour Madame la ministre.
Il fallait 2 questions pour elle, hein. Une pour moi ou 3 questions pour elle, parce que les sujets du jour, c'est l'éducation. Oui, éducation, Madame la ministre. Beaucoup des enseignants se sont vus retirés sur la liste de paye pour ce vendredi, et pour le mois de février. Est-ce que c'est un problème? Certaines sources parlent de problèmes techniques de Dinakopé. Des enseignants d'où? C'est la question que je pose à Madame Excellence. Je ne sais pas si c'est un problème sur toute l'étendue de la RDC ou c'est juste à Kinshasa. Merci. Madame la ministre. Alors, il faudrait le préciser, effectivement, retirer de la liste de paye pour quelles raisons. Il faut savoir que les services du ministère ne peuvent pas retirer les enseignants sous un coup de tête. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel l'instruction est très claire et de toute façon, ils le savent. Je n'ai même pas besoin de le dire. La Dinakopé sait que c'est une pratique absolument inacceptable et que s'il n'y a pas une raison, suite par exemple à ce que s'il n'y a pas un enseignant qui a, on va dire, déserté ou qui a quitté son poste, il n'y a absolument aucune raison pour qu'il soit allé retirer de la liste de paye. De toute façon, le service de la Dinakopé a toujours l'instruction de vérifier ce type d'informations et de rétablir, si c'était avéré, de rétablir tous les enseignants dans leurs droits. Nous ne pouvons pas accepter ni permettre que les enseignants soient de manière abusive retirés des listes de paye, quoi. Donc chaque fois que nous avons l'information, nous faisons une enquête, nous demandons à la Dinakopé de faire une enquête et de rétablir le droit pour chaque personne qui serait victime. Mais évidemment, il faut pour ça que l'on ait les éléments et comme ça on demandera aux services compétents de le faire, quoi. Mais en aucune manière on ne peut impacter un enseignant de cette manière-là. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il était question d'être un peu plus précis. Mais sur vos questions, nous vous disions que la diplomatie prend certes son temps, mais que les efforts continuent du président de la République et du gouvernement à travers la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le travail des plaidoyers qui est fait par des Congolais. Encore cet après-midi, j'ai reçu des vidéos de manifestations des Congolais à Séoul. Nous sommes en Corée du Sud, où les Congolais se sont levés pour dire non à l'agression. Et nous avions vu aussi des communautés, notamment au Canada, mais aussi en Allemagne. Aujourd'hui, je pense que c'est les Allemands qui ont décidé de geler une aide qui devait être accordée au Rwanda. Pour nous, ce n'est que les débuts. C'est très encourageant, parce qu'au regard de l'horreur qui se passe sur le terrain, il y a besoin d'avoir des sanctions plus robustes, surtout que le président rwandais, dans son arrogance, avait dit que les sanctions ne changeraient rien. On rigole des communiqués qu'ils font à chaque fois. J'espère qu'ils en feront davantage parce que cela devrait continuer. Mais l'essentiel pour nous aujourd'hui est le travail que nous faisons. Même si nous sommes engagés dans les médiations au niveau sous-régional, nous pensons que les sanctions sont utiles au regard de la barbarie, au regard de tous ces crimes de guerre, parce que lorsque vous attaquez aux écoles, aux infrastructures hospitalières, c'est constitutif des crimes de guerre. Il y a besoin des actions encore plus vigoureuses, plus contraignantes pour permettre au processus de paix d'une part d'évoluer et pour que les Rwandais retirent très rapidement leurs militaires terroristes tueurs de notre sol. Alors, sur l'autre aspect de votre question, je crois qu'il y a des initiatives. Je n'ai pas tous les éléments sur place pour vous donner des réponses précises, mais ce qui est clair ici, c'est qu'il y a une volonté, et le ministre de Mines que nous avions reçu il y a quelques jours au briefing l'avait dit, qu'il y a une volonté pour nous de diversifier des partenaires. Et c'est dans cet ordre-là que si aujourd'hui les investisseurs américains sont intéressés à venir en République démocratique du Congo, évidemment, ils trouveront de la place. Et donc, il y a des échanges quotidiens entre les deux pays, et s'il y a besoin de ce côté de discuter sur des programmes ou des potentiels des affaires dans les secteurs miniers, que ce soit dans les zones sous occupation, dans les autres parties de la province. La République démocratique du Congo a des ressources, a des réserves qui sont disponibles, et ce serait aussi bien que les capitaux américains puissent investir ici parce qu'on a besoin d'avoir justement cette diversification, et je pense qu'il y a des démarches qui sont en cours et ce serait positif dans l'hypothèse où ces démarches aboutissaient. Voilà, on va prendre les questions de M. Martin Moudimbi. Merci, Excellence, pour la parole. Alors, Madame la ministre d'État, l'armée rwandaise distribue la mort de manière gratuite dans les zones sous son occupation. La question de savoir, c'est au niveau de votre ministère, vous avez déjà fait le travail de recensement des enseignants qui pourraient manquer à l'appel, peut-être tomber sous les balles de l'armée rwandaise.
Une deuxième question, toujours en rapport avec votre secteur, c'est en rapport avec l'utilisation de nos langues nationales dans notre système éducatif. Au niveau supérieur, la question est prise à bras le corps. On accepte aujourd'hui que les enseignants puissent défendre leur mémoire en langue nationale. Est-ce qu'au niveau de votre ministère, la question est déjà étudiée? Demain, on peut espérer étudier, par exemple, les cosinus tangentes en langue, en lingala peut-être. Je vous avoue que c'était une bête noire pour moi quand j'étais aux humanités. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est du recensement, les services sont en train de travailler là-dessus, justement, de pouvoir de recenser tous les enseignants, les élèves, etc., de répertorier et de documenter tous les cas graves à ce niveau-là. Donc, si vous permettez, on va attendre que les services finissent ce travail et on communiquera à ce moment-là de manière appropriée sur ces données. Pour ce qui est de l'utilisation des langues nationales, on en parlait justement avec le ministre Mouyaya en préparation de ce moment de discussion avec vous. Ça a été mon combat de ces dernières années. Je suis un des premiers défenseurs de l'utilisation des langues nationales parce que si je veux améliorer l'enseignement des sciences et des mathématiques, pour moi, il faut que ça passe notamment par l'utilisation des langues. Alors, on a déjà fait le test. Vous savez que l'on a réformé les programmes de sciences et de mathématiques au niveau du cycle terminal et des humanités. Et donc, on a en fait fait traduire les outils pédagogiques de ces nouveaux programmes dans les 4 langues nationales. Alors, il faut savoir qu'il ne suffit pas que de faire ce travail. Il y a tout un travail en fait qui est à faire au niveau de la formation des enseignants pour qu'ils soient capables d'enseigner dans les langues nationales. Et c'est là qu'on travaille, il y a un effort de collaboration à faire avec l'enseignement supérieur universitaire, parce que vous savez que c'est au niveau de l'ESU que sont formés, au niveau des ISP, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire que sont formés les futurs enseignants. Et donc on va commencer ce travail avec l'ESU, on avait déjà commencé mais ça ne s'était pas fait, on va avancer là-dessus parce qu'on doit d'abord s'assurer que nos enseignants soient bien formés. Concevoir des programmes dans les langues nationales, j'ai presque envie de dire, c'est la partie facile, parce qu'on l'a réalisé. Le plus dur, c'est ça, et c'est ça qui compte, c'est vraiment la formation des enseignants. Quand nos enseignants seront formés à ça, alors ça va rouler. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas de la traduction. C'est pas juste de se dire comment est-ce qu'on dit en lingala cela. Non, il faut vraiment comprendre le concept et il faut pouvoir employer les termes qui transmettent le mieux le concept. Alors pour ça, il y a un travail extraordinaire. Vous avez sans doute entendu parler, le feu professeur Bienvenu Sene Mongaba. Peut-être que si vous vous intéressez à l'apprentissage dans les langues nationales. Vous avez vu tout le travail qu'il a fait de faire traduire justement la chimie, les mathématiques dans les langues, et on le voit bien. C'est vraiment de penser, on a besoin en fait d'avoir à la fois des scientifiques, mais des linguistes également, qui travaillent pour que le concept soit correctement traduit, excusez-moi de le dire comme ça, mais véhiculé correctement. Mais là où j'affirme, c'est que oui, on peut apprendre toutes les mathématiques et toutes les sciences dans nos langues nationales. Il y a évidemment un travail qui est à faire, mais c'est tout à fait possible, c'est tout à fait souhaitable et ça va faire partie des chantiers des prochains mois, des prochaines années pour pouvoir le faire en collaboration avec l'enseignement supérieur universitaire, parce que ça ne peut pas se faire uniquement au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et professionnel. Madame la ministre d'État, vous suscitez beaucoup de curiosité. Je ne suis sûrement pas le seul. Vous dites que c'est plus facile d'apprendre le mathématique et la physique en langue nationale. J'ai envie de vous demander comment vous faites, par exemple, si vous devez le faire en lingala, en kikongo, en quoi cela est plus facile que le faire en français? Alors, c'est pas tant une question que ce soit plus facile, mais c'est plus aisé. On sait que c'est beaucoup plus simple d'apprendre dans la langue que l'on maîtrise. Pourquoi aussi? Parce que lorsque vous rentrez à la maison, si à la maison, ce n'est pas la langue de l'enseignement qui est utilisée en général, ça crée déjà une barrière.
Et donc, c'est pour ça que si on utilise nos langues, en utilisant nos langues nationales dans l'enseignement, on améliore la qualité de l'éducation. Mais il faut savoir que ça ne se décrète pas comme ça. Parce que, comme je vous dis, on doit agir sur la formation des enseignants, on doit changer les programmes. Il faut aussi que la télévision offre des programmes de qualité dans les langues nationales, par exemple, donc des programmes de qualité dans les langues nationales, pour que tout ceci renforce l'apprentissage. Et je reviens au cas du professeur Bienvenu qui disait, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez appris ou quand votre langue est une autre langue et que vous arrivez de l'enseignement où c'est en français, ça veut dire que dans votre tête, vous devez d'abord traduire dans la langue que vous maîtrisez, puis retraduire en français et puis le dire. C'est pour vous dire du gaspillage du temps cognitif que nous imposons à nos enfants de devoir faire cette traduction que d'autres qui seraient francophones, on va dire, dont le français est la langue maternelle, ne doivent pas faire. Et donc, moi, c'est cette souffrance que je ne veux plus qu'il y ait. Mais ce serait pas du tout responsable de ma part de dire, OK, on décrète, maintenant on passe dans les langues alors que tous les préalables ne sont pas mis. Donc on est en train de travailler sur l'ensemble de ces préalables pour que le système ne s'effondre pas, parce que ce n'est pas juste décréter que l'on fait tout dans les langues, quoi. Mais parce que je me souviens que parfois, à l'école, on nous disait, il ne faut pas parler lingala à l'école. Alors, mais ça, c'est malheureusement aussi un héritage historique, pour ne pas dire colonial. Et puis, on a pris tendance à vouloir dénigrer nos langues qui sont pourtant belles et magnifiques. Bon, ça ne veut pas dire que je ne les maîtrise pas, mais, dont je reconnais à quel point elles sont belles. Et donc ici, c'est vraiment un travail qui doit être fait avec l'ensemble de la société, avec l'ensemble des parents, etc., pour que l'on arrive à ça. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'on va abandonner le français ou l'anglais. Je veux dire, ce sont des langues auxquelles le français, en l'occurrence, on tient au français, et l'anglais est une langue internationale. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se dire, on continue d'apprendre, de pratiquer ces langues internationales, mais en plus, on continue, on apprend dans les langues nationales pour plus d'efficacité, mais aussi parce que nous avons un devoir de pouvoir de valoriser notre culture. Et la langue, ça porte la culture. Et donc, c'est aussi dans la nouvelle citoyenneté, c'est un aspect important parce que les langues nationales, c'est justement le véhicule de nos cultures auxquelles on tient. Donc, on y travaille, mais on le fait de manière professionnelle. Et je me réjouis déjà que l'ESU, justement, prend des actes à ce niveau-là, mais il faut qu'on ait une bonne coordination avec l'enseignement primaire, secondaire. Mais pour terminer sur le sujet, parce qu'il est très intéressant, c'est l'apprentissage en langue maternelle doit se faire de la maternelle au 7e ou 8e, ou est-ce que ça doit simplement concerner la partie qu'on appelle école primaire? Alors, il faut savoir que c'est déjà le cas. Les 4 premières années du primaire sont dans les langues nationales. Après, on bascule pour passer au français. Mais je vais vous donner un exemple historique. En Angleterre, l'enseignement avant se faisait en latin, parce que c'était la langue de l'enseignement classique, on va dire, de la vieille Europe. À partir du moment où ils ont abandonné le latin dans l'enseignement universitaire pour passer dans la langue qui était pratiquée par la population, à ce moment-là l'anglais, c'est là qu'ils ont commencé à dépasser cette vieille Europe. Et donc, si on prend le cas de la Chine, voilà un autre cas. Ceci pour dire, c'est qu'on devrait arriver à avoir un système éducatif où on permet à quelqu'un de faire un ensemble de cursus dans la langue, dans une de nos langues nationales. Mais comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire de manière rapide, qui doit être décrété comme ça. Il y a un travail de fond qui est à faire, qui a commencé depuis plusieurs années et que l'on va continuer. L'important, c'est que l'opinion publique soit déjà ouverte à cette idée pour que le système éducatif puisse basculer. Mais on va continuer dans on tient à notre enseignement en français. En tout cas, vous pouvez compter sur notre contribution pour nous assurer qu'il y a des programmes en langue nationale et pour que finalement nos enfants ne puissent pas être complexés parce que ils ne devraient pas être en mesure d'apprendre la langue. Voilà. Merci. On va prendre la question de Mme Joséphine Mawete. Je vais demander à M. Amédée Boirabou d'avancer. Merci. Madame la ministre, j'ai 2 préoccupations. La première est axée sur... vous avez évoqué l'aspect lié au programme scolaire qui va devoir être écourté. Mais comment ferons-nous pour faire parvenir les examens
à ces milieux qui sont carrément sous occupation des rebelles. Mais aussi, imaginez-vous qu'aujourd'hui la guerre puisse prendre fin. Qu'est-ce que le gouvernement peut prévoir pour carrément reconstruire tout ce qui a été détruit dans votre secteur? Et au ministre de la Communication, un communiqué de la DGDA a fait les tours des réseaux sociaux depuis ce matin, où la DGDA a demandé à ce que tous les produits des zones occupées puissent être taxés. Qu'est-ce que le gouvernement peut dire quant à ça? Parce que les citoyens congolais pensent que là, on pense que c'est déjà un autre pays. Alors, est-ce que vous avez l'authentification de la source de ces communiqués? Vous êtes sûr que c'est les communiqués de la DGDA? Non, justement parce que, raison pour laquelle cette question est posée, pour avoir... Mais nous sommes là vraiment devant un cas typique du poison rwandais. Mais comment vous pouvez imaginer que dans un pays, on puisse avoir une taxation pour des produits qui doivent partir du même pays? Comment cela peut même être concevable? Et c'est pour ça que nous attirons constamment votre attention sur la méfiance que vous devez toujours avoir sur ce qui circule. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des cas de mésinformation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient que cette information, elle était fausse, mais qui l'ont partagée dans un désir délibéré de plonger les Congolais dans l'ignorance. Dans la division et dans tout ce qu'on pense, parce que c'est comme consacrer une forme de balkanisation de fait. Je pourrais éventuellement vous partager les communiqués qui ont été faits aujourd'hui, parce que nous avons, nous, posé la question à la DGDA et nous avons reçu 2 communiqués. Le premier communiqué, il émane de la direction provinciale. Je vous le lis parce qu'il faut être sûr que nous tous, nous avons véritablement capté pour éviter que ces poisons rwandais n'aient produit ces effets dans notre opinion. La DGDA Nord Kivu tient à informer le public et à tous les usagers de douane dans la province du Nord Kivu qui circule une note des services attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant de marchandises provenant de l'étranger. La DGDA Nord Kivu dément totalement cette note et précise que celle-ci est l'œuvre des personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur ce directeur provincial. La DGDA Nord Kivu réaffirme sa détermination à travailler conformément aux lois et règlements en vigueur en RDC et soutient les efforts du gouvernement visant à récupérer les territoires occupés par l'ennemi. La RDC restera indivisible. Attention au poison rwandais. Le deuxième communiqué, il émane cette fois-ci de la Direction générale de Kinshasa. La Direction générale de douane et accises a été informée de la circulation dans les réseaux sociaux d'une note datée du 28 février attribuée au directeur provincial de la DGDA Nord Kivu et suspendant jusqu'à nouvel ordre l'application du régime douanier de réimportation en l'état aux marchandises émanant du bureau 6 dans les parties des territoires occupés par l'armée rwandaise. Suivant la dite note, toute marchandise en provenance de Goma-Ville, Goma-Aéro, Bunagana et Ishasha-Est, considérée comme une nouvelle importation, doit être traitée telle qu'elle. La DGDA porte à la connaissance du public en général et des usagers de la douane en particulier que cette note est un faux, tel que l'atteste le communiqué officiel du directeur provincial que j'ai lu tout à l'heure. Par conséquent, la DGDA rappelle que la législation douanière s'applique pleinement sur l'ensemble du territoire national. Et donc, lorsque nous vous disons que vous devez vous méfier, lorsque nous attirons votre attention comme professionnels des médias, c'est parce que nous savons qu'on cherche quotidiennement à planter les démons de la division parmi nous. Et donc, je voudrais encore attirer votre attention sur la nécessité pour vous de vous méfier chaque fois que vous voyez un document circuler sur les réseaux sociaux s'il n'est pas authentifié. Madame la ministre d'État, je m'excuse de cette intrusion, mais c'était une question d'actualité parce qu'il faut justement lutter contre toutes ces fake news. Je vous redonne la parole pour répondre aux questions qui vous étaient destinées. Très bien, merci beaucoup. Alors,
Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, ce n'est pas la première fois que l'on se trouve dans une situation où on doit organiser les examens en situation de guerre. Alors c'est pour dire que heureusement l'administration a de l'expérience et donc l'idée c'est de pouvoir avoir des couloirs sécurisés, de sécuriser les choses pour que les examens soient acheminés vers les candidats. On n'y est pas encore. On est en train de préparer ces détails-là. Évidemment, on ne peut pas encore le faire maintenant de manière fine vu la situation, mais dans tous les cas, on organisera des choses et on aura des couloirs spécifiques et on va permettre d'organiser l'examen d'État. Je tiens aussi à dire que pour les candidats qui auraient quitté par exemple les villes de Goma, de Bukavu et qui se seraient inscrits, qui seraient arrivés dans d'autres provinces, ils peuvent s'inscrire dans les écoles qui sont là et passer les examens dans les provinces où ils se trouvent. Il y a une circulaire qui est passée à ce propos au niveau de l'inspection générale. Donc on veut vraiment s'assurer de mettre les enfants dans les meilleures conditions possibles. On travaille sur les détails techniques et heureusement on a déjà l'expérience à ce niveau-là. Par rapport à la reconstruction des infrastructures, ça me permet de revenir aussi à nouveau sur l'impact de cette guerre. Avant tout ça, on a des projets qui devaient construire 100 écoles au sud Kivu, Ituri, et on devait aussi investir au niveau du nord Kivu. Ici, on se retrouve dans le cas où cet investissement qui devait nous permettre d'avoir des écoles supplémentaires, on est en train de voir comment ça va être utilisé alors que pour reconstruire les écoles. Alors vous imaginez un peu la perte. Déjà que c'est tellement difficile de mobiliser des fonds pour pouvoir construire nos infrastructures. Ici, on va devoir prendre certaines décisions qui sont d'utiliser finalement stratégiquement les fonds que l'on avait pour pouvoir reconstruire les écoles qui ont été détruites. Donc c'est pour dire que chaque fois qu'on détruit un bâtiment scolaire, ça a un impact énorme et c'est vraiment torpiller le travail que nous faisons toutes ces dernières années que pour améliorer l'accès à une éducation de qualité. Donc on est en train de travailler avec nos partenaires techniques et financiers notamment pour pouvoir réorienter nos priorités qui seront d'abord les écoles qui sont détruites, qui vont être réhabilitées ou reconstruites en premier, et puis de continuer à mobiliser les ressources pour pouvoir continuer cet effort que nous avons déjà commencé de construire les écoles. Donc on s'adapte au mieux à la situation que pour continuer à offrir le meilleur service à aux populations scolarisées. Merci beaucoup.